Salut Charlène, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Ouais, ça va. Enfin, enfin je t'ai sur mon podcast. Tu vois pas la star? Mais grave, il faut dire que t'es passé dans des magazines et tout, donc j- j- Tout le j'espère que ça monde va me faire des petites écoutes, ça. tout le monde me dit: «Ah oui, t'es passé dans le Cosmo, c'est super, c'est stylé». Je fais: «Ah ouais, ouais, c'est super, mais qui lit ça? Qui lit Cosmo de nos jours?» Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est stylé, en tout cas. Bah ouais, franchement, c'est bien, félicitations à toi. Bon, pour remettre un petit peu de contexte, on se connaît bien puisque je suis ton client. Tout à fait, même si je suis soumise au secret professionnel, mais on peut le dire, tu es mon client. Ouais, j'ai pas de honte ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ton parcours, ton histoire de vie et voir comment t'en es arrivé là. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus parce que voilà, dans ce cadre justement professionnel, j'ai pas eu l'occasion. Donc, ça va être le moyen. Est-ce que tu es prête Yes, pour ça? je suis prête, allons-y, Trop bien. Du coup, la première question que je pose, et parfois elle peut être difficile, c'est comment toi tu te présenterais en une phrase? en une phrase. Salut, je suis Charlène, je suis, une mère de famille nombreuse, hem Je suis une attends, comment je pourrais dire ça? C'est: «Salut, je m'appelle Charlène, je suis, une maman de 4 enfants et je suis débordée». Pas de jugement, de toute façon, pas de jugement. Super. Et puis, expert comptable et plein d'autres casquettes qu'on va découvrir, tout Tu veux que je me présente moi? Je te dis ce que je suis. Après, si tu veux mon métier, je te dis ce que je fais. Je suis experte. voilà, non, mais c'est toujours intéressant parce que, tu vois, tu poses la même phrase à tout le monde, tu as des réponses complètement différentes. Donc c'est marrant de voir ce que la personne va dire en premier. Voilà. Ça en dit déjà une première partie sur la personnalité. Trop cool. Bah, du coup, l'idée, c'est de, voilà, parcourir la vie. Donc j'aimerais bien, bah, que tu me parles un petit peu de ton enfance, de ton cadre familial. Tu vois, est-ce qu'il y avait des entrepreneurs, dans ton entourage proche et après que tu me racontes un petit peu ta vie, quand tu étais à l'école. Yes, et ben, écoute, moi, je viens d'une famille, où on était 4 enfants. Enfin, où on est 4 enfants. On est 4 enfants. J'ai, des parents qui sont, pas séparés, qui sont ensemble depuis très longtemps et donc j'ai grandi dans une famille, avec, on est 3 filles, un garçon. Donc le garçon très, dans les familles méditerranéennes, très au centre, très aimé et les filles autour, aimées aussi, mais différemment, tu vois? Chacun son rôle. Mes parents, sont entrepreneurs. En fait, ils sont venus, enfin, ma mère est née en France, mon père est né en Tunisie et il est arrivé en France, enfin, il avait rien quoi, ils avaient rien, sa famille, donc il a pas pu aller à l'école, enfin, c'était compliqué. Donc en fait, petit à petit, ils ont été entrepreneurs un peu malgré eux et c'était une époque où, bah, l'entrepreneuriat, marchait plutôt bien. Donc voilà, ils nous ont, enfin, moi, j'ai toujours vu mes parents, beaucoup travailler, beaucoup travailler et pour moi, ça a été un exemple, hein, tu vois, bah, ouais, d'être, enfin, d'être à la fois capable d'avoir une vie de famille, puisqu'on avait une vie de famille très remplie et à la fois être entrepreneur, avoir un métier qui les passionne et qui leur assure voilà, une subsistance, hyper, cool, quoi. Scène, ouais. Donc voilà et donc mon enfance, j'ai donc 2 grands frères et sœurs qui ont plus de 10 enfin qui ont quasiment plus de 10 ans que moi plus que moi et ma petite sœur qui a, 4 ans de moins que moi, avec qui, je suis très proche. On est comme des jumelles, quoi. Enfin là, tu nous vois côte à côte, on nous dit: «Mais c'est les mêmes». Mmh. Bon, je suis un peu plus vieille, mais voilà. Donc on a grandi en banlieue parisienne et puis quand je suis rentrée en seconde, donc c'était, ouais, j'avais 16, 17 ans, on a déménagé sur Paris et puis voilà, la vie parisienne, quoi. Ça a un peu changé les choses. On est sortis du truc, on avait une maison, un jardin, pour un appartement, voilà, sur Paris sympa, le métro, le truc, c'est quand même, voilà, c'est une vie différente et non, c'est franchement, moi, j'ai eu une très belle enfance. J'ai que du positif à dire de mon enfance, tu vois? Ouais. Des parents, voilà, présents mais très occupés, donc avec un sens qui nous ont vraiment donné des vraies valeurs, tu vois? Des vraies valeurs de travail, des vraies valeurs de voilà, de savoir, ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut être et de pas s'arrêter sur des trucs inutiles, pas de rancune chez nous. Il y a pas de choses, qui nous pourrit la vie, en fait. On se pourrit pas la vie. C'est un peu mon éducation. Ouais. Et tout ça, ouais, ça m'a forcément, forgée dans, ce que je fais aujourd'hui en tant que maman voilà, femme mariée et cetera, un peu le même cadre que mes parents et le job que je fais qui est très prenant aussi. Ouais, ça marche. Et du coup, quand toi, tu étais petite, est-ce que déjà tu avais des idées de ce que tu voulais faire plus tard ou pas spécialement? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. C'est-à-dire que, pendant très longtemps, j'ai non, je mens.
Pendant très longtemps, je disais: «J'aimerais bien être maîtresse d'école». Alors Classique, ça va être voilà. horrible ce que je dis parce que je disais genre: «J'aimerais bien être maîtresse d'école comme ça, j'aurai les mêmes vacances scolaires que mes enfants, je pourrais terminer à 16 heures». Enfin voilà, le truc, et puis jusqu'au jour où, mon frère m'a dit: «Tu vas être maîtresse d'école, mais tu sais que c'est un beau métier, c'est un très beau métier, mais pour gagner sa vie, c'est compliqué», tu vois? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Ah ouais», bon, j'étais un peu plus âgée, hein, quand quand il m'a dit ça, Mmh. mais pendant très longtemps, voilà, j'avais pas spécialement d'idée, et même quand, je suis rentrée à la fac, je suis rentrée à la fac, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, aucune idée. C'est vraiment, OK. ça a été le un déroulé de circonstances, on va dire. Et le fait, voilà, que tes parents soient entrepreneurs, eux, ne t'ont pas poussé en tout cas à le devenir ou à suivre une certaine voie peut-être, qui Non, qui serait aimé? en fait, ce qui est sûr, c'est que mes parents voulaient qu'on fasse tous des études, là où eux, ils avaient pas eu cette chance-là, ils voulaient qu'on Mmh. fasse des études. Donc tu vois, combien de fois, je voulais absolument, travailler dans les boutiques de mes parents en mode genre: «Moi, je veux travailler l'été, machin», et mon père il me disait: «Non, non, non, tu vas réviser, tu vas travailler, il y a pas de travail supplémentaire». Tu vois? J'étais jalouse. Mes cousines, elles allaient travailler le samedi, le machin, et moi, j'avais pas le droit. Mon père il me disait: «Non, tant que tu fais des études, après tu choisiras, tu feras ce que tu veux, mais d'abord, je veux que tu fasses des études». Donc c'est le seul, critère. Après, tu vois, ils m'ont pas poussée à être entrepreneur. Et en fait, ce qu'ils voulaient juste, c'est enfin, ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on soit, tu vois, bien dans nos baskets, quoi. C'est tout ce qui compte. Mmh. OK, bah, c'est important quand même, hein, parce qu'il y en a qui, sans le vouloir, parfois c'est peut-être inconsciemment, mais qui poussent certaines personnes à aller dans des voies peut-être qui où tu pas forcément épanoui, Je te confirme, mes enfants, quand, mon mari est avocat, OK, et quand, mes filles disent: «Ouais, quand je serai grande, j'aimerais être, ci, ça», il dit: «Non, non, non, tu vas être avocat comme ton père». Et moi, Ouais. je lui dis: «Non, elles feront ce qu'elles voudront. Elles feront ce Mmh. qu'elles voudront. Si elles veulent être, stars de la musique, elles peuvent tout faire». Voilà, c'est ça le mot d'ordre, c'est elles peuvent tout faire, elles feront ce qu'elles voudront. Mmh. Mais je pense que c'est effectivement, important de créer cet imaginaire aussi, parce que sinon après on les conditionne aussi très, très vite et on voit le monde d'aujourd'hui, hein, tu aussi tu 4 enfants, Ouais, ouais, 4, c'est ça. et tu vois effectivement les différences de tu vois les personnalités qui sont différentes et même à un certain âge, tu vois, je pense à ma fille qui a 7 ans, je vois déjà qu'elle se conditionne sur certains trucs et je me dis: «Mince, elle a que 7 ans». Et tu vois les personnalités d'un enfant à Ouais. l'autre, tu vois? Sur mes 4 enfants, j'en ai une qui est super studieuse, qui a peur de tout, qui est, hyper, voilà. J'en ai une qui est beaucoup plus, qui est moins scolaire et qui est beaucoup plus, sociale. Tu vois? Ma sœur, elle me dit tout le temps: «Celle-là, elle a une intelligence sociale». C'est-à-dire qu'elle est dans n'importe quelle situation, elle est capable Mmh. de s'adapter, de se faire des copines et d'être vraiment, et chaque enfant est différent, chaque personnalité est différente, et déjà à cet âge-là, en fait, je vois déjà qu'il y en a une qui fera des études et qui sera peut-être, voilà, il y en a une qui réussira autrement, mais qui sera pas forcément, enfin, après, je dis ça, mais j'espère qu'elle écoutera pas parce que sinon elle va dire: «Quoi? Tu avais pas confiance en moi?» Mais bon, Mmh. c'est tu vois, là, aujourd'hui, je me dis: «Non, son truc, c'est pas ça, son truc, c'est le relationnel», voilà, donc vraiment chaque personnalité, et de donner la possibilité à son enfant de dire: «Tu peux tout faire. Tu es capable de tout. Il suffit juste de travailler, de te donner à fond dans ce que tu fais». Je pense que c'est une bonne méthode. Et toi justement, tu étais, quelle, Charlène à l'école du coup? Nulle à Et l'école, j'étais ah OK. nulle. J'étais nulle, et je vais te dire, dans ma famille, je suis celle qui a fait, donc du coup, en temps, le plus d'études, tu vois? Parce qu'en fait, quand tu es expert comptable, c'est l'équivalent d'un bac+8. Je t'en parlerai après, Mmh. et en fait, personne ne misait sur moi. Dans ma famille, alors que, tu vois? Mes parents disaient: «Tu feras ce que tu voudras», mais je savais au Mmh. fond que genre ils sont choqués que je fasse ce métier-là, tu vois? Mais non, j'étais pas très forte, j'étais très tête en l'air, très, mais pas pour autant, tu vois, pas une sale gosse, quoi. J'étais pas en train de vouloir, sortir ou faire n'importe quoi. J'étais juste, un peu dans la lune, quoi, et ouais, à côté de ça, ouais, j'étais une enfant très, enfin, tu vois, très, dans l'empathie, de savoir, voilà, de m'occuper des gens autour de moi, tu vois, d'être, mais voilà, au niveau scolaire, j'étais naze. D'ailleurs, j'ai eu mon bac, vraiment ric-rac. Mes parents, j'avais reçu la réponse, tu sais, j'ai fait Dauphine, moi, j'étais à Dauphine à la fac. Mmh. Et j'y croyais pas du tout, tu vois? J'avais des bons résultats, donc j'avais été acceptée, mais mes parents avaient tellement peur que j'ai pas mon bac qu'ils me l'ont pas dit, en fait, que j'avais reçu le courrier, et en fait, le jour où j'ai eu mon bac, ils m'ont dit: «Bon, bah, au fait, tiens, tu as reçu ton truc, tu vas à Dauphine en septembre». Je fais: «Quoi? Mais vous me l'avez pas dit?» Genre, c'est chaud, tu vois? Ouais, OK. Bon, en même temps, ça nous définit pas encore une fois, hein. Et On alors, verra par la ça, c'est sûr. suite.
Ça, c'est Mais sûr. c'est vrai que j'aime bien à chaque fois discuter de ça parce que nos parents, enfin, la génération de nos parents nous ont beaucoup, hem, impliqués sur le fait de faire des longues études, de travailler bien à l'école pour avoir des bons jobs. Et factuellement, aujourd'hui, le monde est tout autre chose et donc c'est Quand en sixième, cinquième, quatrième, je pense que si je devais rencontrer des profs de l'époque, ils diraient mais à quoi tu fais ce métier-là? Genre c'est comment toi mmh, t'as corrigé ça? Par contre, à la fac, je me suis révélée. Tu vois? Il y a eu un switch dans ma tête où bah j'ai été ouais j'étais vraiment pas mauvaise quoi. J'étais pas mauvaise. J'ai fait des trucs que j'aurais pas pensé, tu vois. Mais vraiment jusqu'au bac, j'étais moyenne et j'étais très moyenne quoi. Mais bon, j'avais cette volonté de faire plaisir, tu vois? De dire, voilà, je veux pas, décevoir mes parents, je veux faire des choses parce qu'eux, ils ont pas eu cette chance-là, tu vois? C'est ça. et du coup, les tu disais que tu avais un grand frère et une grande sœur. Peut-être aussi t'ont mis la pression? Est-ce que peut-être qu'ils ont fait des choses peut-être Alors «plus ouais, fort» entre guillemets? alors pas enfin, i pour le coup, ils étaient enfin, notamment mon frère, et même ma sœur, ouais, ils étaient capables de faire, des choses de fou, mais en fait, ils ont fait médecine, ils ont pas réussi médecine, donc ça les a un peu, cassés. Aujourd'hui, ils sont opticiens, donc c'est un métier qui est hyper cool et qui est super bien. Hem, mais c'est vrai que voilà, de les voir, s'engager dans des études, des trucs, c'est un peu Ça mis met la la pression pression. quoi, mis la pression, mis la pression. Et alors je te dis pas ma petite sœur. Ma petite sœur, alors là, elle a fait un truc, un bimaster de je sais pas quoi, de trucs, hein. Bon, tout ça, elle a complètement changé de vie. Elle a switché maintenant, elle a refait des études pour être à 30 ans, elle refait des études pour être infirmière. Je sais pas si tu vois le truc. Donc voilà, pour le coup, elle a un bagage universitaire et d'études qui est beaucoup plus important, mais elle a changé de vie plusieurs fois, quoi. OK. Du coup, tu fais un bac quoi toi à l'époque? Je dis à l'époque comme si c'était il y a Aujourd'hui, 50 ça a ans, changé. mais C'est ça, genre j'ai fait un bac L, non, non, j'ai fait un bac, tu sais, c'est à l'époque, c'est bac D ou je sais pas quoi. Non, j'ai fait un bac, ES, économie et sociale, OK. enfin économie Mmh. et sociale. Truc un peu générique, Ouais, truc qui permet général. d'ouvrir à tout. J'étais pas très matheuse, je te dis, j'étais pas très matheuse, pas très donc c'est voilà, je me suis dit: «Je vais prendre, le truc où faut être, voilà, OK partout». Bac ES, voilà, je te dis, j'ai eu mon bac, ric-rac quoi. J'ai juste eu, donc c'est très bien et je suis très contente. Comme quoi aujourd'hui, tu vois, quand on me dit: «Oui, la mention, le truc», je dis: «Mais ça veut rien dire en fait». Ça veut rien dire. Bien sûr, ça ouvre des portes, mais en fait, tu peux tout faire. Mmh. Tu peux tout faire. Alors aujourd'hui avec les Parcoursup et les machins, enfin, tu y es pas encore, mais j'ai des nièces qui y Ah. sont, ah je comprends rien, c'est chaud, c'est chaud, on est vieux. Ouais, c'est ça, on a pris un petit coup de vieux. Mais tu quand même du coup, accepté à Dauphine. C'était quoi encore une fois? Un truc très global où, ça allait Général. t'apprendre plein de choses et Très tu toujours général. pas encore d'idée sur, la voie que tu voulais prendre? J'avais pas d'idée, je suis rentrée en DUG ça s'appelle un DUG, Mmh. maintenant c'est des licences, je sais pas trop quoi, mais un DUG, d'éco-gestion, donc vraiment hyper général. L'avantage à Dauphine, c'est que c'était pas des amphis. C'était que des TD, tu vois? On a toute la semaine, OK. j'avais que des TD. Donc pour suivre et pour être dedans, c'est quand même plus enfin moi, à mon sens, c'est plus facile. Et là, bah, du coup, j'ai performé, tu vois? Je me suis vraiment, sentie dans mon élément, je bossais, j'allais à la truc, à la bibliothèque, machin, nin, donc je sais pas, j'ai kiffé cette phase-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que et à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je travaillais, tu vois? L'été, je travaillais à la banque. Je savais que je voulais un métier plutôt de bureau, ça me plaisait plus. Ça correspondait plus à, bah, un doc d'éco-gestion où tu te dis, tu vas faire un truc, voilà, de dans ce domaine-là. À l'époque, tu vois, tout ce qui était com, tout ce qui était, ça n'existait pas vraiment, c'était pas et puis j'avais pas envie, tu vois, à l'époque, ma mère m'avait dit: «Mais pourquoi tu veux pas essayer médecine?» tu vois? Comme tes frères et sœurs. Et en fait, j'avais pas envie de ce stress du concours. De se dire, «On fait un concours, on est truc, on va se tirer dans les pattes pour avoir», c'était pas mon truc. Donc j'ai choisi cette filière-là. Enfin, plutôt elle m'a choisi parce qu'au final, on va dire ça comme ça. Et au bout de 2 ans, donc j'ai performé et en fait, à la fac, il y avait une fois que tu terminais les 2 ans, tu rentrais en licence d'éco-gestion, très générale toujours, pour un truc pour finir après, faire un master comme on fait aujourd'hui. Et en fait, en troisième année, il y avait ce qu'on appelait, une licence MSTCF, OK? Un truc exprès pour avoir les équivalences pour, à terme, être dans le monde du chiffre, OK? Je OK. précise une chose, c'est que mon père, dans la boîte, qu'il a créée et donc il était commerçant, mais en fait son job, son rôle à lui avec ses associés, c'était d'être directeur financier. Donc, il y avait ce truc de, il aime les chiffres et les trucs, il m'explique, on parle de compta quand j'étais à la fac, tu vois? Bon, ça commençait à me plaire, mais je me suis dit: «Bon,
Je vais passer l'examen en question, je l'aurai pas, mais au moins j'ai essayé, tu vois? Et Mmh. en fait, j'étais choquée, je l'ai eu, tu vois? Donc boum, je me retrouve dans une filière hyper spécialisée, où on est, en fait, il y a 2 classes, donc sur toute la fac, tu as 2 classes de 30 personnes, donc un truc, je dis pas élitiste parce qu'à l'époque, c'était la finance qui était super élitiste, mais c'était quand même pas mal, tu vois? Hem Je dis pas à mes parents trop fiers en mode: «Ouais, ma fille, elle a eu le truc». Je dis: «Mais calmez-vous, on va voir ce qui se passe là». Genre, moi, je suis très modeste, je suis là en mode genre: «Calmez-vous, on verra, on verra». Et donc après, voilà, pendant 3 ans comme ça, où bah, en fait, je me retrouve avec des gens super bons. Genre, moi, j'étais pas trop mauvaise, mais des gens super bons. Mais j'avais pour moi cette, tu vois, cette capacité à à me vendre, en fait. Donc en fait, si tu veux, pendant les 3 ans, tu étais obligé de faire des stages. Bon, c'est comme toutes les études maintenant, et en gros, la fac te mettait en relation avec des grands cabinets. Tu me dis si je parle trop et si je raconte trop ma vie, Non, mais c'est bien. voilà, donc ils nous obligeaient en fait à prendre des stages, et donc il y avait des partenariats avec des grands cabinets d'expertise comptable, tu vois? Des trucs, des Big Four, des vrais cabinets, de la place et internationaux, et j'étais pas bilingue, j'étais pas la meilleure de ma classe, mais j'ai toujours eu des stages de ouf parce qu'en fait, j'ai cette capacité-là à être un peu tout terrain, tu sais? Je suis pas trop mauvaise, je me défendais pas trop mal, mais j'étais pas la meilleure. Mais à côté de ça, bah, je sais pas, je me rappelle avoir fait un entretien pour un stage où je me suis mise à parler de foot avec le mec, alors que je connais rien au foot, mais vraiment je connaissais rien. Et que le mec, j'ai l'impression vraiment que genre ça l'a fait kiffer que je sois tout terrain. Un Et, petit et ça m'a, caméléon. ouais, c'est ça, caméléon. Et ça m'a ouvert ça m'a toujours ouvert des portes. Et alors là où les meilleurs, en fait, ils avaient des stages pas ouf, pas toujours ouf, et ben moi je me retrouvais toujours à avoir. Et c'est en fait c'est ça qui compte, c'est d'être capable d'être, enfin à mon sens, d'être tout terrain et de se dire: «Je suis là, si je suis là, c'est pas pour rien». Tu vois? À chaque fois, je me disais quand je perdais confiance, je me disais: «Attends, si je suis là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un truc qui m'attend derrière, et si c'est pas ce que je voulais, bah, il y a quelque chose d'autre après qui va se faire». Moi, j'essaie vraiment cette mentale-là de me dire, «Je peux tout faire». Bah, c'est l'éducation, quoi. Je peux tout Mmh. faire, je suis pas là pour rien, je vais faire de mon mieux et puis on verra ce qui se passe. Et du coup, ça s'est passé comment un petit peu je sais pas, ton 1er stage? Parce que ça va faire bizarre de rentrer dans le monde du travail. C'était Entre tel l'école et le taf, il y a vraiment un gap, hein. C'était tellement bizarre, surtout c'était pas l'alternance, c'était pas vraiment la mode en plus à l'époque, donc je me suis retrouvée, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier de l'expertise comptable, tu as une grosse période qui est la période de janvier à mai, la période des bilans, le moment où, les experts comptables sont débordés. Donc mon 1er stage, c'était dans un cabinet, enfin franco-français, mais qui avait vraiment une place à l'international. Et qui, s'appelait Mazars à l'époque, je me rappelle. J'avais fait un stage. Je me suis retrouvée en pleine période fiscale, la période, des bilans, où en fait, si tu veux, les collaborateurs, ils ont pas le temps, quoi, de s'occuper de toi. Enfin, ils sont débordés, donc, et je me suis retrouvée, à faire à passer de service enfin, à être, en fait, sur mon stage de 4 mois ou 5 mois, j'ai fait 1 mois dans tel truc, 1 mois dans tel service, 1 mois dans tel service, et en fait, c'était super intéressant. Enfin, j'ai kiffé. J'ai été tout de suite mise au contact des clients. Et j'ai appris plein de choses, et puis j'ai appris aussi ce que c'était le monde du travail et le monde des faux semblants. Ça, c'est mon gros sujet, tu vois? Le Les monde de masques. l'entreprise, oh là là, les masques, moi, je suis tellement naturelle, je suis tellement entière, toujours été comme ça, tu vois? Que, bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a des trucs, il faut être bien comme ci, il faut être bien comme ça, et ça, c'est un vrai sujet, tu vois? Qui m'a toujours, compliqué la vie. Mais bon, voilà, donc 1er stage hyper intéressant, hyper, prenant, et puis voilà, le sentiment d'être, une working girl alors que j'avais 20 ans, tu vois? Enfin, je sais pas, 22 ans. Mmh. Voilà, c'était sympa, c'est sympa. L'année suivante, 2e stage dans un cabinet qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, c'est un gros nom aussi international, dans un bête de lieu, c'était magnifique, c'est à Neuilly-sur-Seine, ça s'appelle Crystal Park, donc tu as l'immeuble qui est tout en vert, et autour tu as un parc immense. C'est juste somptueux, tu vois? Et j'ai été mise, là pour le coup, j'avais fait un peu d'audit, donc c'est une autre partie du métier. Ça m'avait pas du tout intéressée, mais c'était enfin, c'était intéressant. C'était pas mon Je me suis sentie que c'est pas mon truc. Par contre, j'avais aimé l'idée de, voilà, d'aller chez des clients, et là, pour le coup, j'étais, comme une collaboratrice, lambda, quoi. Donc c'était super intéressant. Et voilà, et après, je te laisse poser tes questions, mais après, j'ai fait d'autres trucs, je suis sortie de la fac, il fallait trouver un job, c'était marrant. Donc C'est tellement loin tout ça. c'est bien de se rappeler, Ouais, c'est par où on cool. est passé, C'est cool, justement. c'est vrai. Et tu penses que du coup, le fait d'avoir fait ces stages, ça t'a conforté dans l'idée de devenir justement comptable ou expert? D'ailleurs, c'est quoi un petit peu la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour devenir expert comptable? Toi, ça a été Alors, quoi en un peu fait, le cheminement?
En fait, en gros, pour être expert comptable, il faut avoir fait des études de compta évidemment et avoir passé son diplôme d'expertise comptable. Le diplôme d'expertise comptable, il se fait en 2 temps. Tu as un temps où c'est 3 ans de stage, en fait 3 ans de stage où tes collaborateurs, tes salariés, hein, mais c'est quand même Mmh. du stage, tu as des choses à rendre, tu as des journées de regroupement, tu as des rapports de stage, des trucs, donc il y a quand même un peu de travail. Et à la fin, tu as un diplôme avec, tu as un mémoire à rendre et à soutenir devant des professionnels et ils te disent il faut que tu apportes quelque chose à la profession. Donc tu te dis, mais comment moi, du haut de mes 25-28 ans, je vais apporter quelque chose alors que j'ai rien vécu, tu vois. Et après, tu as des épreuves déontologiques et techniques, tu vois. Et une fois que tu as passé ce diplôme-là, tu es donc expert comptable et tu peux signer les comptes et certifier les comptes. Là où un comptable, en fait, il n'a pas toutes ces obligations de formation et de voilà. Et il a pas la capacité, enfin, il a la capacité parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le diplôme et qui sont très 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 bons, mais il Mmh. n'a pas la capacité de signer des comptes et d'être responsable de comptes que pour un client. OK. Et il peut pas monter un cabinet d'expertise comptable, par exemple, tu vois? Et du coup, toi, à l'époque, quand tu décides de faire ça, tu avais cette ambition, tu avais ce côté égo en me disant: «Je veux pouvoir signer des petits papiers» ou «Je veux», tu voyais déjà plus loin à vouloir, monter ta boîte? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'étais rentrée dans cette filière-là, genre je pouvais plus faire marche arrière. J'étais en mode genre maintenant que je suis là, maintenant que mes parents sont hyper fiers, j'ai pas le choix, il faut que j'aille au bout. L'avantage de mon métier, de ce métier, de ces études-là, c'est que tu peux être expert comptable, mais tu peux aussi être directeur financier, tu peux aussi être contrôleur de gestion, il y a vraiment Mmh. plein de métiers, de sous-métiers, enfin sous-métiers, c'est pas vraiment le terme, mais bien plein de métiers annexes, tu vois. Donc vraiment, j'avais la possibilité. Le truc, c'est que pendant, par contre, ce qui était certain, c'est que je voulais être expert comptable parce que je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir fait toutes ces études, d'avoir un truc et de pas en fait avoir le diplôme qui me permet de à la fin choisir ce que je veux faire. Tu Mmh. vois? Avoir le choix de dire, OK, je veux être expert comptable, je veux monter mon cabinet ou pas du tout, je veux être, comptable, dans une entreprise ou pas du tout, je veux être tu vois? Mais je voulais avoir ce diplôme pour dire: «Je vais au bout du truc», tu vois? Bon, il y a un côté, fierté, un côté je veux rendre fiers, les miens aussi et puis, voilà, mais c'est vrai que ouais, c'est je me suis dit, heu, je me suis dit: «Bon, il va falloir y aller». Mais ça voulait dire aussi faire les 3 ans de stage, ça voulait dire aussi, se taper, l'examen, heu, tout ça, c'est compliqué quoi. C'était pas évident, mais c'était intéressant. Challengeant, mais au final, tu as réussi, Ouais. quoi. Ce qui est sûr, c'est que les 3 ans de stage que j'ai fait en cabinet d'exercice comptable, mais j'étais salariée, tu vois? Avec l'histoire des faux semblants, des machins, des trucs, m'a fait me dire, en fait, je veux être à mon compte, quoi, Mmh. travailler déjà je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux pas, je veux être à mon compte, je veux pouvoir faire comme je l'entends et comme je le veux. Alors après la vie en a décidé autrement, mais je te raconterai après, mais ouais, je voulais faire ce que je voulais. Donc c'est ça m'a conditionnée pour me dire: «Je veux pas être dépendante, je veux choisir mes clients, je veux choisir la façon dont je travaille» et cetera. Mais justement, raconte-nous un petit peu, ce passage entre, études, stage et en même temps, salarié. Combien de temps ça dure? Ce que tu vois, ce qui te déplaît et ce qui t'amène justement Ouais. derrière à switcher, quoi. OK, donc je suis sortie de la fac. Alors, la petite histoire, c'est que, à l'époque, l'entreprise dans laquelle j'avais fait un stage m'avait proposé un job. Mais ça a été la crise, machin, donc en fait, il a fallu que je trouve il y a eu un couac, on va dire, un couac et ce qui fait qu'il a fallu que je trouve un autre cabinet, donc j'ai trouvé quasiment tout de suite. En fait, j'ai été au culot, tu vois? C'est-à-dire que le mec dont je te parlais tout à l'heure, à qui j'avais parlé de foot, finalement, j'avais pas fait de stage chez lui, d'accord? OK. Mais j'avais gardé son contact en me disant, «Ça pourrait toujours servir». Quand j'ai eu le problème, le petit couac avec la boîte dans laquelle j'avais fait le stage, en gros, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais, en fait? Je sors de la fac, il faut que je trouve un job». Alors, précision aussi, c'est que je me suis mariée pendant mes études. Donc, en M2, j'étais indépendante, enfin, genre, j'étais plus chez mes parents et j'étais mariée. Il fallait que j'assure et sûr qu'en sortant de la fac, j'ai un travail, quoi. Je pouvais pas en plus, mon mari faisait des études d'avocat, donc Mmh. il fallait assurer un salaire. Donc je me suis dit: «Mais merde, comment je vais faire et tout?» J'ai rappelé le gars, au culot, et je lui dis: «Vous vous rappelez, on avait discuté de foot, machin, est-ce que» il me dit: «OK, vas-y, viens en entretien». On a refait un entretien, j'ai été prise et j'ai passé 2 ans et demi dans ce cabinet où j'ai appris une tonne et c'était super intéressant et je me suis fait des copains franchement, tu sais les copains de travail, que tu as après pour la vie, tu vois? Des gens, J'ai pas connu. tu as pas connus. Un binôme, 2-3 personnes vraiment, aujourd'hui encore on se compte enfin voilà, on s'est tout le temps au téléphone et tout, donc vraiment des années, hyper cool. Au bout de 2 ans et demi, j'ai quand même fait le tour et je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien», c'est quand même un gros câble, tu vois? Donc je voulais voir un peu, donc tout ça c'est mon stage, hein, on est d'accord? C'est Je suis dans Mmh. mon stage, j'ai l'obligation d'être en cabinet d'exercice comptable. J'étais ces 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, je fais le tour et je me dis: «Bon, j'aimerais bien quand même,
peut-être trouver un truc en plus petite structure, tu vois, pour voir ce que ça donne de d'être expert comptable pour pas des grands comptes, mais des plus petits entrepreneurs, tu vois. Et donc là, je change de job, j'arrive dans un cabinet, ça se passe super bien. Je tombe enceinte, donc 1er bébé au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois, j'arrive, je fais: «Bon, bah, finalement, je suis enceinte». Le mec me dit: «OK, pas de problème. Quand tu reviens de congé mat, on s'associe». Oh, sympa. Alors qu'aujourd'hui, c'est: «Je te mets au placard Jure, discrètement», quoi. c'est jure. Donc je suis enceinte. Ah, bon après, j'ai un caractère aussi où j'ai été au bout, du bout, j'ai travaillé, j'ai des trucs, je me donne à fond. Mmh. En fait, quand il y a du donnant-donnant, je suis à fond et le mec et je suis pas diplômée surtout. Le mec me propose de m'associer, mais je suis pas diplômée. Tu imagines? Alors que j'ai pas encore le diplôme exact. Donc je fais mon congé mat, j'en profite pour rédiger mon mémoire, tu compris que je suis en fait un peu une hyperactive. J'en profite pour faire mon mémoire, je passe ma soutenance, machin, on s'associe et je me retrouve associée d'un cabinet où on a 4 collaborateurs. On fait du business, on a des entrepreneurs tels que je les imagine moi. On est à la pointe à l'époque parce qu'en fait, c'était le début de la dématérialisation et en fait, on était un des seu il y avait très peu de cabinets qui proposaient cette, dématérialisation-là. Aujourd'hui, c'est le cas partout, mais avant, c'était papier. Les clients, ils déposaient leurs pièces. Ça, c'était un peu compliqué. Et donc ça se passe super bien et en fait, on est restés associés pendant 4 ans. J'ai eu ma deuxième fille. Et donc je crois, je sais pas, j'ai 31, tu vois? Un truc comme ça. Et là, en fait, bon, ça a été un peu compliqué si tu veux d'être associé avec quelqu'un pour qui tu as été salarié. Moi qui suis toujours en train de dire, «Oui, pas de problème, oui, merci, oui, OK, oui, truc». À un moment, je pense que j'ai switché en mode genre: «Attends, c'est quoi ce délire? Je suis ton égal, mais je suis pas du tout ton égal, en fait». Je me retrouve dans une Mmh. situation où, je lui dis: «Bah, il y a la sortie de ma fille, scolaire, je vais pas pouvoir venir». Il me dit: «Ben, non, en fait, c'est pas possible, tu dois travailler». Et je lui dis: «Mais quoi? L'associé, c'est quoi le délire?» Tu vois? Donc ça a été très compliqué, une période très compliquée pour moi parce que je voulais sortir de cette association-là, je voulais pas décevoir. Encore une fois, parce que, si tu veux, quand je me suis associée, bah, en fait, mes parents, ils m'ont aidée. Enfin, il y a tout un aspect. Que quand on s'associe, du coup, on rachète Bah, potentiellement des voilà, parts de quelqu'un. exactement. Là, en l'occurrence, le mec avait créé son cabinet, j'avais contribué au développement parce que j'étais sa salariée et qu'en fait, moi, j'adorais faire du commercial, j'allais voir les clients, c'était cool, machin. Et du coup, bah, la valeur au moment où j'ai voulu m'associer, elle avait une certaine valeur. Donc il a fallu mettre un peu de sous, quoi. Et donc très compliqué cette période-là, pas vouloir décevoir, mais vouloir sortir et vouloir en me disant: «Plus jamais quoi, plus jamais je serai entrepreneur, plus jamais je serai associé, plus jamais». J'avais pas de vie, c'est-à-dire je travaillais non-stop, non-stop, Plus non-stop, non-stop. J'ai eu ma Ouais, et deuxième faut fille, je suis j'allais dire partie 2 semaines enfin j'ai accouché, j'ai fait une césarienne pour être pour raconter ma vie dans l'intimité. Et en fait, j'ai repris le travail au bout de 3 semaines, tu vois? Donc je pense que tout ça, ça a fait que j'ai switché et que je me suis dit: «Mais c'est quoi cette vie, en fait? Moi, je vois pas mes enfants, je vois pas l'intérêt, je vois pas le kiff, c'est un métier difficile, les gens sont ingrats», parce que c'est la vérité, tu vois? Et puis avec mon associé, ça se passait pas très bien, donc j'ai dit: plus jamais, j'arrête». Donc je suis diplômée, j'ai 2 enfants, et je rentre et j'ai perdu confiance en moi, clairement, parce que je suis en mode, je vaux plus rien, tu vois? Je suis nulle, mmh, et là, je rentre dans une entreprise en tant que directrice financière. Donc encore une fois, tu vois, c'est le même job, mais je switch un peu de travail. C'est pas, j'ai un peu tordu la façon dont je pouvais faire mon travail. ouais. Et là, je kiffe pendant 4 ans. Franchement, c'était trop cool. J'apprends plein de choses. Mes clients sont finalement mes patrons, tu vois, j'ai plus qu'un seul client. On met en place des choses. Ils ont acheté un immeuble. C'était une grosse boîte, donc ils ont acheté un immeuble dans Paris, donc je suis tout le suivi financier. Je suis tout terrain en fait dans la boîte. Tu vois, je fais du RH, j'ai fait du suivi de chantier parfois. Vraiment, je suis Mmh. leur bras droit et j'ai kiffé. C'était magnifique. Mon troisième enfant, ma troisième fille. À ce moment-là, mes patrons sont hyper cool. 6 mois de congé maternité. Je suis en mode genre, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 mois? Je vais m'emmerder et Mmh. tout. J'ai appris ce que c'était le congé mat à ce moment-là, tu vois. Et voilà. Et en rentrant de congé mat, bah, c'était cool, tu vois. Je m'éclate, je me suis fait des copains, des collègues sympas, machin, hein. Mais bon, 3 enfants, c'est dur, tu vois. C'est dur en fait. Et puis on a à ce moment-là avec mon mari, on a un projet d'aller vivre dans le sud, bon, qui n'a pas abouti au final. Donc je dis à mes boss, écoutez, je pense je vais partir, quoi. Je vais partir et je vais soit m'occuper de mes enfants, parce que tu sais, j'avais un rythme ok, bien plus ok qu'avant, mais quand même, je m'y retrouvais pas, tu vois. Et puis je me disais: «Merde, j'ai quand même un diplôme. J'aime bien, tu vois, le contact client. Il y a des trucs que je peux faire».
Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi. En partant de là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Et je me suis dit: «Je vais me remettre à mon compte, créer un cabinet d'expertise comptable, mais je vais juste essayer de faire les choses un peu différemment de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et donc, je vais essayer de proposer un service un peu différent à mes clients, un service où finalement, j'accompagne les gens vraiment, au quotidien. Je fais pas que leur compta et voilà, c'est terminé. Tu vois, hier, j'ai une cliente qui m'a appelée, elle avait un problème avec son bailleur. Je suis vraiment mon objectif, c'est d'être tout terrain et d'être le partenaire du business de mes clients. C'est de les accompagner, mais pas que sur la compta, sur vraiment tous leurs sujets. Mmh. Des fois même, c'est des trucs perso, tu vois? Alors bon, j'essaie de pas trop rentrer non plus, mais il faut parce que j'ai quand même 4 enfants maintenant. Mais et du coup, voilà, j'ai monté mon cabinet d'expertise comptable et j'essaye de faire différemment. C'était en quelle année ça, du coup? C'était en août 2021, Post-Covid? Tu post-Covid, pas j'ai pas de pas clients. d'appréhension? Ouais, tu démarres de zéro, quoi. Pour être hyper honnête, au début, j'avais fait une rupture conf, donc j'avais un peu de chômage, OK. donc j'étais rassurée. Mon mari, il est à son compte aussi, il est entrepreneur, donc voilà, il a un truc, enfin, on s'est dit: «OK, c'est le bon moment pour, ouvrir, faire un truc, travailler, tranquillement, ça va le faire, machin». Bon, clairement, c'est plus le cas. Ouais, j'allais te dire, quand tu dis t'avais quoi, 33-34, enfin, on s'en fout de l'âge, mais t'avais 3 J'avais enfants post-Covid, Ouais, tu te mais dis: «Punaise, j'ai envie de monter ma boîte», alors que tu sais ouais, très bien que même en tant que salarié, avoir 3 enfants, c'est hard. c'est hard Mais de c'est ouf. bien, mais c'est C'est bien. hard de ouf. J'ai quand même la chance, je te dis, de mon mari, il est super présent, il s'occupe vachement de mes enfants, pareil que moi. J'ai des parents qui sont pas très loin de chez moi, donc ça aide. Et puis, voilà, et puis moi, je suis pas du genre à enfin, je prends des nounous, quoi, je me fais aider, tu vois? Je suis pas, Mmh. j'essaye, si je peux financièrement, je me fais aider. Donc là, effectivement, on a eu une période où, ben, j'avais un peu moins de rémunération, mais bon, c'était cool, quoi. Je travaillais à mon rythme, et puis mon métier, malgré tout, c'est quand même un métier qui, enfin, je veux dire, si t'es pas trop mauvais, tu trouves des clients, tu vois? Tu trouves des clients, tu fais ton c'est pas un métier où, enfin, c'est un On métier va qui en parler d'ailleurs ouais, de voilà, cet aspect-là des on a si tu besoin. pas trop mauvais, parce que j'ai l'impression et je l'ai vu. Bon, je pense qu'on en parlera après, mais en fait, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus, quoi. Donc, tu lances le cabinet 2021. Dans ce cabinet, Comment ça se passe au début? Comment tu te dis: «Comment je vais trouver des clients?» Parce qu'au final, quand tu es salarié, bah, ils viennent plus ou moins à toi, ou en tout cas, il y a des commerciaux là-dessus, même si tu l'as fait, tu l'as dit précédemment. Quand c'est toi, c'est toujours différent. Donc comment tu t'y es pris, bah, pour, je sais pas, avoir tes 2-3 premiers clients? alors déjà les 6 premiers mois, j'ai fait de la sous-traitance parce qu'en fait, il fallait aussi que je me remette un peu en jambe de, j tu vois, j'ai quand même switché pendant 4 ans, même si je faisais des trucs financiers, ça n'avait rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant 6 mois, j'ai fait un peu de sous-traitance pour d'autres experts comptables, j'ai travaillé, machin, et au bout d'un an, je me suis dit: «Bon, OK, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas ce que je veux, quoi. Moi, ce que je veux, c'est être au contact des gens, que ce soit mes clients, que je fasse comme je veux». Et donc comment j'ai fait? Parce que en fait, comment tu as des clients, tu vois? Alors, j'ai fait plein de trucs. J'ai participé à toutes les réunions. J'ai commencé avec le truc BNI, bon, ça m'a pas plu. J'ai participé à des réunions d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, tu vois? J'ai essayé, en fait, je me suis juste, et pourtant, c'est difficile, tu vois, d'aller dans un endroit où tu connais personne, de te dire: «Allez, je vais aller parler aux gens pour dire ce que je fais dans la vie», et cetera. Et en fait, ça a été super formateur parce que ça m'a permis de réussir à me présenter professionnellement rapidement et d'être capable de montrer, en fait, ma personnalité, tu vois? Et donc en fait, de fil en aiguille, les gens ont pensé à moi et ont commencé à me recommander. Après, bien sûr, il y a la famille. Quand je leur dis: «Écoute, je me suis remise à mon compte, machin», «OK, pas de problème. Vas-y, mon expert comptable, je suis pas hyper content, je fais appel à toi», machin. Donc au début, j'ai commencé à avoir une petite clientèle. Et puis à un moment, je me suis dit: «OK, c'est quoi le mode, comment aujourd'hui on acquiert des clients?» Tu LinkedIn, OK. Je me sentais pas encore assez à l'aise pour être sur LinkedIn parce que je trouvais que c'était très professionnel et que, en fait, là où moi je voulais vulgariser et être cool, Mmh. en fait, c'était pas le bon credo. Et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais créer un compte Instagram». Je vais créer un compte Instagram, donc je crée le truc. Autant te dire que tout le monde se fout de ma gueule, mais tout le monde. Alors, toute ma famille, un délire du genre, «Ah, tu créé un compte, j'aime la compta, mais n'importe quoi, c'est nul, tu y arriveras jamais, c'est n'importe quoi. Alors quoi, tu vas devoir danser dans des réels pour te faire un truc», et cetera. Au début, je me forme un peu sur Insta parce que j'ai 37, je sais pas, 36, 37, je suis pas née avec Instagram dans les mains, donc je ne sais même pas poster une story, clairement. Donc je me forme un peu, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Et puis au fur et à donc en parallèle, mes clients qui commencent à rentrer, et puis voilà, je crée mon compte Insta. Au début, j'ai 2 abonnés, c'est mes 2 nièces.
tu vois? Genre ils se foutent de ma gueule dès que je fais une story. Je me rappelle je me rappelle qu'elle m'a envoyé: «Tu peux pas poster ça, tata. C'est pas possible, c'est pas possible». Bref et en fait, de fil en aiguille, je structure et je prends confiance en moi et mon compte se développe et en fait, aujourd'hui, alors au début, j'étais stressée, tu vois? «Vas-y, faut que je fasse des posts, faut que je fasse des posts, faut que je fasse des posts». Maintenant, bon, je le suis moins, mais et aujourd'hui, je communique via Instagram et c'est mon plus gros canal d'acquisition client, en dehors du bouche à oreille. Les gens me contactent parce qu'en fait, ils aiment l'univers que je propose. Ils comprennent qu'en fait, je suis pas, voilà, que c'est moi qui fais les posts et que je suis, débordée et que je fais ce que je peux, tu vois? Ils aiment l'univers, ils aiment le côté vulgarisant. Combien de fois je reçois des messages où on me dit, c'est trop bien ce que tu fais, ça vulgarise, je comprends mieux, Mmh. de la phobie administrative et cetera» et donc j'ai créé des appels, découvertes au début, après des et puis les gens me contactent et maintenant, su en DM, on échange: «Tu as besoin d'un expert comptable? OK. Tu as besoin d'un coach plutôt?» Voilà, donc les 2 leviers, la partie expertise comptable traditionnelle et la partie plutôt coaching business, où là, c'est plus pour, tu vois, des micro-entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont une structure, qui ont pas forcément besoin d'avoir un comptable, tu vois? Qui veulent gérer en interne, mais qui veulent, de l'aide sur, des sujets annexes, comme un directeur financier, tu OK. Donc toi, ta cible finalement, elle est assez large, quoi. Tu pas, juste calé sur, du micro-entrepreneur ou, que des infopreneurs, quoi. Non, ma cible, elle est très large, elle est très large. Ce que j'aime mieux, c'est les gens qui me ressemblent, c'est-à-dire les infopreneurs, les solopreneurs, parce qu'en fait, j'ai les mêmes problématiques qu'eux exactement, tu vois? Quel que soit leur cœur de métier, bah, j'ai les mêmes problématiques de solitude, de travail acharné, de voilà. Maintenant, voilà, je suis tout terrain, tout terrain. OK, trop cool. Donc toi, finalement, ton si on parle un peu marketing, on va dire ton tunnel de vente, parce que c'est le jargon qu'on emploie là-dedans, ça reste un truc assez simple, ça passe par le bouche à oreille, donc ça, c'est un gros levier, mais on sait que, bah, c'est pas non plus linéaire. Le jour où on parle plus de toi, bah, forcément, tu plus de clients. Mais c'est un très gros levier parce que tu as la notion de confiance et du coup, bah, ça casse plein d'objections et généralement ça convertit très, très bien. Et du Exactement. coup, de l'autre côté, tu as la partie Instagram où, tu fais, on va dire, de la création de contenu et finalement c'est du DM et après généralement, soit c'est un appel ou soit ça conclut, quoi. Tu pas besoin d'avoir Exactement. un tunnel de vente hyper complexe. La seule particularité, c'est que à partir du moment où tu es bon et donc là, on va en rediscuter encore, où tu es bon et que tu gagnes la mission, normalement, ton client c'est sa vie, quoi. Alors à moins, tu vois, question de prix, question de trucs, machin, mais normalement, il y a des clients que j'ai depuis la création de mon cabinet. Donc en fait, Mmh. ça va faire 5 ans, 4 ans et demi. J'ai des clients, hein, depuis très, très longtemps. Et justement, du coup, ça c'est juste pour ma culture générale parce que j'y connais pas grand-chose. Est-ce qu'en tant que cabinet comptable, il y a des espèces d'honoraires, avec des prix fixes ou, toi tu choisis complètement les tarifs que tu veux? Tu choisis les prix que tu veux. Alors après, il y a la norme, de ce que les gens font, tu vois? De ce que les autres experts comptables font. Mais, tu pas comme un médecin où tu as un prix à leur truc. Voilà, donc moi j'ai essayé justement de, tu vois, de faire un tarif, d'appel qui, pour certains entrepreneurs voilà, qui me paraît être juste et ce que j'aurais accepté de payer, tu vois, par rapport au service rendu. Mais Mmh. après, j'ai des clients qui me contactent et qui ont beaucoup plus de volume ou beaucoup plus d'urgence ou bonin et là, bah, j'estime en fonction de ce que je vais passer comme temps et puis après c'est l'expérience qui fait que, je regarde un peu, aussi l'entrepreneur que j'ai en face de moi, tu vois? Si j'ai un entrepreneur qui est, hyper bordélique et que je sais que ça va être l'enfer pour avoir, le truc, forcément ça joue sur le prix. Si j'ai quelqu'un qui est hyper carré, qui a un fichier Excel, machin hyper truc, bon, là voilà, donc c'est vraiment un peu, au à l'expérience et au sentiment par rapport à l'entreprise que j'ai en face de moi. J'allais dire aux doigts mouillés, mais pas Non, forcément c'est du pas coup. j'ai failli dire ça, mais c'était pas le bon terme. C'est vraiment en fonction de ce que je ressens dans la relation qu'on va monter ensemble, tu vois? Ouais, bien sûr. Oui, oui, forcément, c'est à chaque fois des projets long terme. Hem, toi, tu et je pense que ça fera aussi écho à la question d'après et du coup au développement de ton cabinet. Hem, c'est quoi, on va dire, ta limite en termes de personnes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends mon cas, par exemple, je suis en société, donc tu m'accompagnes chaque mois, bah, forcément tu passes aussi c'est des heures, tu vois, que tu passes sur chaque client. C'est quoi ta limite en fait en termes de clients, où tu dis: «Bah, là, je peux plus bosser», tu vois? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que, si je devais me limiter, ben, en fait, ça fait bien longtemps que je serais limitée, tu vois? Que Mmh. j'aurais arrêté de prendre des clients. Le truc, c'est que, heu,
moi, je dis jamais non au business. C'est un vrai problème sur lequel il faut que je travaille, tu vois? Mais je dis jamais non au business parce qu'en fait, j'ai toujours cette angoisse de me dire, si demain ça marche pas, si demain le monde de l'expertise comptable, il change, parce que c'est en train de changer. Si demain, les locaux, s'ils nous prennent tous les clients, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc je dis jamais non. L'avantage que j'ai, c'est que je peux avoir des collaborateurs qui traitent des dossiers, tu vois? Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 2 collaboratrices qui travaillent avec moi, qui traitent les dossiers et moi, voilà, je regarde les dossiers, régulièrement, je le regarde au moment du bilan et surtout, je fais la relation, client. Là où c'est problématique, c'est que ce que je vends, c'est quand même un accompagnement plutôt personnalisé, tu vois? Alors j'ai Mmh. des gens qui me sollicitent énormément, énormément et j'ai des gens qui me sollicitent beaucoup moins. Mais tu vois, j'essaye de mettre en place, des coachings trimestriels où ça m'oblige et ça oblige le client à faire un point régulier avec moi. Mais c'est vrai que, je me limite pas. Je peux ne pas me limiter. Je peux très bien ne jamais arrêter, de prendre des clients et ce serait super. Mais ça veut dire qu'il faut que je m'équipe, il faut que j'ai des collaboratrices des collaborateurs qui soient bien et qui fassent le job et cetera, et cetera. Donc je me limite pas, mais du Mais coup disons j'ai que là, c'est ta première marche d'avoir, décidé de prendre déjà un ou 2 collaborateurs ouais, pour t'épauler. ouais et c'est dur, hein. C'est très dur de passer de «je suis toute seule» à «j'ai une équipe à manager». Oui, Hem, ça a rien à voir. bah, c'est très dur parce que les gens sont pas comme toi, donc enfin, même si elles sont très bien, tu vois? Moi, je suis toujours dans l'arrangement, je trouve une solution pour le client, je réfléchis, je machin. Les collaborateurs, bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois, avec ce qu'ils ont aussi. Donc, Mmh. puis manager, et puis j'ai une charge mentale, tu bien de malade. Donc, en fait, il faut que je pense à tout le temps. C'est pas évident. C'est pas Ouais, évident. Bon, on travaille là-dessus. bien. Justement, parlons-en de qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais comptable? Parce qu'aujourd'hui, bah, moi, en tout cas, depuis que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai vu plein d'histoires, rocambolesques. Alors, je sais même plus comment on dit ce terme à la fin, mais voilà, d'histoires où on me disait: «Bah, voilà, mon comptable, il m'a mal, conseillé, pour, je sais pas, un statut juridique ou pour, l'exercice comptable» et du coup, bah, certains ferment carrément, leur boîte ou, sont, complètement, heu, à la ramasse sur certains trucs. Hem, j'ai envie de dire, tu vois, comme en droit, nul n'est censé ignorer la loi, tu vois? Je pense que d'un point de vue, entrepreneur, on est censé avoir des compétences là-dessus, mais on voit que finalement on n'est pas spécialement formé. Déjà, ce serait quoi ton point de vue d'un bon, comptable? Et après derrière, comment nous, en tant qu'entrepreneurs, on pourrait éviter de se faire avoir sur des trucs assez énormes, tu vois? Ouais, ouais. Alors, déjà, par principe, hem, quand tu es expert comptable, je te dis, tu as fait des études, tu as fait des trucs, tu es formé, il y a une obligation de formation régulière. Donc normalement, on est tous bons à minima, tu vois? Mais quand même, il y a des gens qui Mmh. performent, il y a des gens qui sont super bons dans certains domaines donc on a tous fait, tu vois? Je te dis, on est quand même censé être à jour, être voilà. Maintenant, déjà un bon expert comptable, alors après ça dépend ce que tu choisis comme formule aussi, parce qu'il y a une problématique de tarif. Des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ah, ma cliente, mon bon expert comptable, il me répond jamais, il me répond enfin il me répond jamais», tu vois? Moi par exemple, typiquement, mon expert comptable, s'il répond pas à tes questions, s'il est pas réactif, c'est un problème déjà, tu vois? J'ai des clients qui me disent: «Ouais, j'ai pas eu mon expert comptable depuis, toute l'année». Je dis: «Quoi? Mais comment c'est possible?» tu vois? Le problème, c'est que parfois, tu as des forfaits avec ton expert comptable où en gros, on te dit: «Bah, le forfait, c'est la compta, point. Donc si tu Mmh. veux du conseil, c'est des heures en plus, donc c'est des honoraires en plus». C'est un peu les nouvelles offres qu'il y a en ligne, où c'est moins cher, mais la prestation, du coup, est Exactement. réduite. Donc vraiment, moi, je trouve que la relation en fait, c'est la réactivité de ton expert comptable et la relation que tu vas avoir avec lui, elle est super importante. Si tu as pas le feeling, c'est un pour moi, c'est un no go. C'est super important d'être accompagné par quelqu'un qui qui comprend tes problématiques. Quelqu'un qui va te prendre de haut pour dire: «Ouais, bon, enfin, tu vois, en même temps, tu te rémunères vraiment très enfin, tu vois, il faut quelqu'un qui soit pas dans l'empathie, mais dans la bienveillance et dans le truc: «OK, on est une team, on va y arriver». Après, tu peux être enfin, ça m'est arrivé de faire des erreurs, tu vois ce que je veux dire? Ce qui va être important, c'est d'avoir un expert comptable qui est capable de te dire: «Non, là, c'est pas mon domaine de prédilection, je sais pas, je préfère que tu vois». Parce que c'est pire d'avoir un expert comptable qui te dit: «OK, tout est OK, tout est OK, tout est OK» et en fait, après, c'est la merde. Donc ça, c'est voilà, avoir un bon feeling, quelqu'un de bienveillant qui est réactif et qui est capable de dire quand il atteint sa limite. Ça, c'est important.
Du coup, c'est plus centré sur des qualités humaines que compétences, Bah oui, pures, parce que quoi. pour moi, comme je t'ai dit en préambule, c'est les experts comptables, on a tous plus ou moins la même formation et aujourd'hui Mmh. avec les logiciels qu'on a, bon, tu vois, franchement, i après ça dépend des métiers, tu vois? Mais, si tu as un métier, tu es freelance, machin, bon, enfin voilà, tu as pas besoin d'avoir un quelqu'un qui soit hyper spécialisé dans une niche particulière, ça Ouais, va bien pas sûr. t'apporter grand chose, tu vois? Donc moi, si tu vois, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que j'ai le forfait, ça inclut, la compta, la TVA, le bilan, machin, ça inclut le conseil courant. Tu m'appelles, tu m'envoies un WhatsApp, quand j'oublie pas de répondre, mais normalement je réponds tout le temps. Tu peux le confirmer. Mais Confirme. merci. Les mails, machin et puis il y a ce coaching trimestriel qui permet de faire un point régulier, tu vois? Où le client il est pas forcé, pas obligé, mais il peut prendre le créneau et si ça comme ça permet de parler de donc ça fait que ça permet quand même au client de se dire: «OK, je suis OK sur la compta, la fiscalité, je suis accompagné et en plus j'ai cette relation avec cette personne-là». Maintenant, je te dis, si j'ai des clients qui sont très, très demandeurs de temps ou avec des business beaucoup plus importants, forcément, bah, ça joue sur les honoraires et ça, parfois, c'est un sujet. Donc ouais, le côté, enfin, les caractéristiques humaines sont hyper importantes à mon sens, parce qu'on part du principe que tout le monde est, tu vois? Tout le monde a le même niveau de base, on va dire. Ouais. Maintenant et c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que je peux pas me substituer à ton obligation de gestion. Je suis pas en fait, je suis ton expert comptable, je suis là pour te donner les règles, pour te dire quoi faire quand tu me sollicites, d'où les coachings express, d'où les rendez-vous, d'où les appels et cetera. Est-ce que j'ai le droit de passer mon petit costume en charge, Voilà, exactement, c'est professionnel? un non, c'est non, c'est non. Voilà, hem, mais je suis pas ta gérante, je suis pas ton gestionnaire de trésorerie, je suis pas ta commerciale, je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux te donner des conseils, mais je suis pas c'est pas mon enfin, tu vois, c'est pas mon job. Donc quand on me dit: «Oui, mon expert comptable, il est nul, j'ai payé, de la TVA en retard», c'est un problème effectivement, ça veut dire que la déclaration a été faite en retard, peut-être. «Non, non, la déclaration a été faite dans les temps, mais le truc». Mec, à un moment, si tu vois pas ton client, si ton expert comptable, s'il t'a prévenu, s'il a fait le bon calcul et que il a enclenché tous les paiements et qu'en fait le paiement n'est pas passé, tu as aussi un devoir. Alors OK, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des trucs où l'expert comptable il est pas bon, mais tu as aussi l'obligation de regarder tes comptes bancaires et te dire: «Bah, c'est bizarre, j'étais censé avoir, 10 000 € qui sortent, c'est pas sorti. Qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Mmh. Pareil pour l'URSSAF. Tu vois, quand j'ai des travailleurs non salariés, qui payent des cotisations URSSAF, moi je leur dis dès le début: «Mon job, je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais t'expliquer, mais je vais pas aller regarder tous les 4 matins ton compte, URSSAF pour voir si tu vas avoir un prélèvement», tu vois? C'est pas mon job. Donc souvent, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des experts comptables qui sont pas bons et qui préviennent pas et qui OK, mais souvent tu as aussi des cas où le client, bah, il oublie en fait que son expert comptable c'est pas le gestionnaire de sa boîte. Donc ça Ouais, bien sûr. il faut quand même mais c'est pas du technique, parce que le technique, c'est géré par l'expert comptable, tu vois? Mmh. Je vais jamais demander à mon client de me calculer la TVA ou quoi. Ce que je vais lui demander, c'est juste de s'assurer que, le mouvement part bien et surtout qu'on m'a donné les pièces. Parce que parfois aussi on me dit: «Oui, mon expert comptable, il est mauvais, il m'a fait le truc en retard». Je fais: «Mais mec, tu lui as envoyé les pièces comptables la veille». À un moment, c'est pas un magicien, tu vois? On n'est pas des magiciens. Oui, mon expert comptable, il m'a pas bien conseillé, mais en fait, tu voulais, juste éluder l'impôt et ne pas le payer. On n'est pas magicien, tu vois? C'est ce que je dis moi systématiquement. Je ne suis pas une magicienne. On fait les choses dans les règles. Si tu veux sortir des règles, tu sais qu'il y a un risque. Voilà. Bon, en tout cas, tu joues ton rôle, Ouais, bah, on essaye, à hein. fond. On essaye. Maintenant, la gestion de l'entreprise doit être faite par l'entrepreneur et il y a des choses à savoir, c'est sûr. Calculer sa rentabilité, calculer son tu vois? De savoir, heu Justement, c'est quoi les pires trucs que tu as pu voir d'un entrepreneur qui sait pas gérer une boîte? Parce que il y en a plus tu as plein de boîtes qui démarrent, mais qui se plantent au bout des 3 mois. C'est quoi pour toi peut-être les signaux qui se disent: «Bah, en fait, c'est normal»? Alors, le sujet d'une entreprise, c'est la gestion de la trésorerie. C'est le sujet. Parce qu'en fait, tu peux avoir des problématiques pour, vendre, mais ça malheureusement, c'est soit tu es mauvais, soit ton produit est pas bon, soit voilà, il y a des choses à travailler, mais voilà. Mais à partir du moment où tu arrives à faire du chiffre d'affaires, si tu gères pas correctement ta trésorerie, si tu anticipes pas que la TVA ne t'appartient pas, si tu anticipes pas que tu as des cotisations URSSAF qui vont tomber, si tu anticipes pas la partie vraiment gestion de trésor, c'est ça qui fout la société, qui plante la société. Et souvent, j'ai des gens qui font du chiffre,
mais qui vont tout cramer qui vont pas réfléchir à se dire: «Attends, je vais peut-être pas acheter mon iPhone 17 maintenant, je vais peut-être l'acheter dans 3-4 mois, quand je serai sûr d'avoir mis l'argent de côté», tu vois? Le côté, bon père de famille, en fait, c'est ce qu'on un peu, le truc à l'ancienne, mais des gestion en bon père de famille, de dire: «J'ai pas de l'argent, je le crame tout de suite». Donc la gestion de la trésorerie, c'est un sujet et après, ouais, j'ai les sujets administratifs, tu vois? Là dernièrement, j'ai eu un contrôle fiscal sur un dossier que j'ai récupéré, une société de formation. Je leur ai dit la première chose, j'étais pas responsable, hein, de l'exercice, je précise. Je leur ai dit: «Est-ce que vous avez bien le document de la DRETS qui prouve que vous aviez pas à facturer, enfin, que vous aviez raison de pas facturer de la TVA?» «Oui, oui, 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 oui». Ils l'avaient pas. La contrôleuse, boum, elle a appelé l'adresse, il y avait pas de truc. Donc en fait, bah, ils se sont mangés, 30 000 € de régule de TVA, tu vois? Le côté admin aussi, de dire, d'arrêter de dire: «J'ai de la phobie administrative», OK, tu vois? Mais il faut Mmh. dépasser cette phobie et se dire: «Je fais les choses en temps et en heure». Une fois que je fais les choses en temps et en heure, que j'ouvre mes courriers et que j'arrête de prendre peur toutes les 30 secondes et que juste je fais preuve de sang-froid et j'appelle mon expert comptable si je suis en panique, tu vois? Bah, voilà, il y a pas de raison que ça se passe pas bien, en fait. Ce serait quoi du coup ton conseil en termes de trésorerie, pour être, on va dire, serein, au quotidien? Parce qu'il faut, Hem 6 mois de son chiffre de son truc. Alors, il y a pas de règle, parce que ça va dépendre, de la récurrence de ton chiffre d'affaires, ça va dépendre du Mmh. niveau, ça va dépendre. Il y a aussi un sujet, c'est la rémunération que l'entrepreneur prend, parce qu'en fait, des fois, j'ai des entrepreneurs qui font pas assez de chiffres et qui se prennent une rémunération, de fou. Donc en fait, c'est juste avoir la trésorerie d'avance, peut-être 2-3 mois, tu vois? En tenant compte de toutes les charges récurrentes qu'on a, en tenant compte de tous les besoins qu'on a en termes de rémunération et de cotisation sociale et cetera. Mais d'avoir, ouais, un matelas de trésorerie qui permette de tenir le coup. Alors, je peux pas te dire le nombre de mois. En général, on dit 6 mois, mais ça dépend des métiers, tu vois? Si j'ai un métier où j'ai pas de récurrence et que, en fait, je sais que mon gros mois, c'est le mois de février et que, après il se passe rien, bah, c'est peut-être d'avoir, 1 an de trésorerie d'avance, tu vois? Ça va vraiment dépendre. Mais c'est vraiment faire le point de se dire: «De quoi j'ai besoin?» et comment, si je suis dans la mouise, sous combien de temps je peux régulariser ma situation? Voilà, OK. c'est clair, mais Ouais, c'est et on va parler aussi d'un dernier sujet qui m'est venu là à l'esprit, parce que ça a été beaucoup à la mode ces dernières années, c'est: «Ah, je monte une société pour me payer que en dividendes». Ça, je sais pas si tu en avais vu, ouais, enfin, surtout tu en qu'avec la avais loi entendu parler. bah, ouais, surtout qu'avec la loi de finances, il y a des choses, ça va en étonner plus d'un. Ouais. Mais justement, c'était quoi ton point de vue par rapport à ça quand tu as vu, peut-être toutes les personnes passer en société? Moi, en tout cas, de mon expérience, vu que j'avais pas toute la connaissance, financière et expertise comptable, en fait, je ne savais même pas que tu payais, enfin, tu te versais des dividendes après impôt, en fait. Moi, dans ma tête, Faut de c'était, bah, société. oui, impôt sur les sociétés. Dans ma tête, c'était bingo, je payerais que 30, c'est incroyable, machin chouette. Ah ouais. Et après, quand tu Et sais que derrière, c'est après impôt, bah, effectivement, ça pique. Mais c'est quoi un petit peu ton point de vue par alors, rapport à ça? déjà là-dessus, il faut juste repréciser, c'est que quand on est en société et qu'on fait du chiffre d'affaires, qu'on a des charges et qu'on prend pas de rémunération sur la structure, donc on a chiffre d'affaires moins charges, on a un résultat avant impôt, on paye de l'impôt sur les sociétés, d'accord? Qui est de 15 puis 25 en fonction du résultat en question. Et c'est sur c'est sur le reste, on va dire, qu'on va pouvoir prendre des dividendes. Donc si tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires, que tu as 5 000 € de charges, donc ça fait un résultat de 95 000, tu vas d'abord payer de l'impôt sur les sociétés sur ces 95 000 Mmh. et après, tu vas pouvoir décider de te verser, des dividendes. Donc déjà, mon point de vue, c'est déjà de comprendre le mécanisme. C'est de se dire: «OK, est-ce que je suis OK de payer 15 puis 25 sur mes 95 000 € de résultat?» Tu vois? Déjà, ça pique. Mmh. Mon point de vue, il est très clair, dès que, en fait, il faut déjà aussi un autre point, c'est que les dividendes, tu ne peux les prendre qu'à la fin de l'exercice. Donc tu peux pas prendre de dividendes, en plein milieu de l'année en disant: «Ah bah, c'est bon, je fais une avance sur dividende, c'est OK», tu vois? Non, Mmh. tu pas le droit de faire ça, à moins de faire, valoir, il y a des trucs, on peut le faire, mais il y a du juridique, c'est un peu compliqué. Donc mon point de vue, c'est dans l'idée, mais ça je te le dis à chaque fois, c'est je le dis à tous mes clients, c'est: «Est-ce que je préfère payer de l'impôt sur les sociétés qui m'apporte, qui apporte à la collectivité, on va dire, ou est-ce que je préfère me prendre une rémunération, payer du coup des cotisations sociales qui me permettent de cotiser à la retraite, à la prévoyance, etc. Tu vois? Donc la question c'est où est-ce que je veux que mon argent aille? Alors après, il y a des gens qui me disent: «Non, non, mais si je fais la rémunération, en termes d'impôt sur le revenu, bah, du coup, je vais exploser, donc ça me va pas, donc je préfère faire des dividendes». C'est OK, tu vois? Mais il faut juste prendre tout en considération, se dire: «OK,
Si je prends que des dividendes, ça implique les 36%, parce que maintenant ça va être 36%, plus 30% avec la loi de C'est finances. officiel là? Ça y est? C'est pas encore, c'est dans les tuyaux là. Ouais. Ça va être 15 puis 25% d'impôt sur les sociétés. OK, il y a pas d'impôt sur le revenu, mais si jamais je prends de la rémunération, peut-être que c'est plus avantageux au niveau impôt sur le revenu, tu vois? Donc vraiment, là, c'est une décision pour le coup qui soit on est formé, on sait et on est capable de faire des calculs, soit on fait appel à quelqu'un qui sait et qui est capable de faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un gros discours là-dessus sur, c'est un peu le nouvel Eldorado là. Eldorado, où faut faire des SASU pour se verser des dividendes, c'est là où, Bah, tu auras le plus d'argent. Mais en fait, ça dépend aussi des situations de chacun, tu vois? C'est bien toujours sûr, pareil. bien sûr. C'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, tu me disais: «Oui, mon expert comptable, il m'a» genre des clients qui disent: «Ouais, mon expert comptable, il m'a mal conseillé sur le statut, le machin». Mais en fait, ça dépend aussi de ta situation, tu vois? Moi, Mmh. quand je fais un conseil, je dis: «Voilà, je te présente les quelques possibilités. Je te dis moi ce que j'ai fait quand j'ai créé ma structure, bah, j'ai préféré créer une SAS parce que je savais que j'allais avoir un enfant, donc je voulais avoir un statut de salarié. Mais en fait, c'est très cher par rapport à ce que je payerais en EURL, tu vois? Donc il faut en fait, c'est pas une question, il y a pas on fait pas de magie. On est en France, quoi qu'il arrive, tu te fais douiller quoi qu'il arrive, tu vois? Quoi qu'il arrive, tu vas payer des choses. Ouais. OK, il faut optimiser, mais il faut aussi voir par rapport à ta situation et réfléchir à ce dont tu as vraiment besoin. Et pour ça, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Si on ne sait pas, il faut se faire aider. Mais d'un côté, c'est bien, je pense qu'il y ait cette obligation d'avoir un expert comptable, au moins quand on est en société, parce que je pense qu'il y aurait encore plus de dégâts que si on le Ouais, faisait tout seul, quoi. ouais. Après, comme je te disais, là, les choses sont en train de changer aussi. Bientôt, ça sera il y a des trucs qui se disent que, comme quoi on n'aura plus forcément besoin d'avoir un expert comptable. Donc, tu vois, ça aussi, ça fait partie de mes angoisses de me dire, je dis non à rien parce qu'en fait, on sait pas ce que demain est fait, tu vois? Ce serait quoi, du coup, l'avantage pour eux de décider ça, finalement? Bah, en fait, aujourd'hui, l'expert comptable, il a ce qu'on appelle un monopole. Tu peux pas, comme un avocat, Oui, ouais. il peut pas, quelqu'un peut pas faire de la documentation juridique sans être avocat. Euh, Bah, en fait, l'expert comptable, il y a que lui qui signe les comptes, tu vois. Il y a que lui qui peut produire les comptes. Mais si ça change, ça veut dire que n'importe quel client, il va chez Indie, il va chez, je sais pas quoi, chez 12 ou enfin, les trucs, c'est des logiciels en ligne qui sont pas des cabinets d'expertise comptable. Enfin, 12, je sais pas, mais Indie, c'est pas un cabinet, c'est un outil et en fait, il y a personne qui est responsable. Mais par contre, le coût, il est incroyable, tu vois? Et aujourd'hui, avec la facturation électronique, bah, en fait, peut-être que juste Indie, ça sera OK, tu vois? Voilà, c'est en fait, les choses sont en train de changer et du coup, il faut être, en termes de business, il faut être sur le coup de mon côté, en Ouais, il tout faut savoir, être agile. OK, bah, on verra, on va pas parler, tout de suite de malheur. Justement, j'aimerais bien, pour terminer un petit peu, le podcast, faire un petit peu un feedback sur ton parcours. Est-ce que tu t'es déjà là, arrêté 30 secondes avec ta vie à 1000 vies, à 1000 à l'heure et te dire: «Bah, voilà, punaise, j'ai démarré, je savais pas ce que je voulais faire, personne croyait en moi et aujourd'hui, je suis à la tête d'un cabinet». Non, je m'arrête jamais, en fait, c'est ça le problème. Hem, je vais te dire, en fait, à quel moment je me dis ça, c'est que quand j'ai des moments d'angoisse, parce que je reste une femme, et le syndrome de l'imposteur et compagnie, tout ça, Mmh. et que je dis à mon mari, «Putain, tu te rends compte, j'ai» pardon, j'ai «Tu te rends compte, j'ai ça, j'ai truc, comment je vais faire? Je sais pas, et si ça marche pas? Et si ce truc-là, il rentre pas?» Et lui, il me dit juste: T'inquiète. t'inquiète déjà et regarde dans le rétroviseur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as fait. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis ouais, il a raison. Faut quand même que j'arrête de paniquer. Il y a des gens qui galèrent beaucoup plus que moi et qui mettent de la bonne volonté et qui arrivent pas. J'ai la chance d'avoir, quoi qu'il arrive, un diplôme que je peux faire valoir et comme j'ai eu 1000 vies, ben en fait, je peux faire 1000 choses et je suis capable de tout faire. Je m'arrête jamais et je me pose jamais cette question-là, mais quand ça m'arrive de stresser, ouais, j'ai une petite sonnette d'alarme qui me dit bon, respire. Et puis j'ai une vie perso hyper remplie, tu vois. Donc ne serait-ce que ça, c'est pour ça quand tu m'as dit présente-toi à la base, mon métier c'est génial, j'adore ce que je fais, j'aime mes clients, etc., etc. Mais en fait, ce que je suis moi, c'est ce que je suis en tant que, tu vois, à titre perso. Donc tout peut arriver, je suis, ça ira. Tu forte et tu épanouie aussi, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, franchement, j'ai beaucoup de chance. Enfin, je peux pas me foutre l'œil, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Et puis voilà, enfin, je veux pas dire que je provoque parce que cette chance, voilà, mais en fait, je me laisse jamais abattre. Tu vois, il y a jamais rien qui me met down, quoi. C'est très rare, très, très rare. Mmh. Là-dessus, j'ai un bon mental. Je sais pas si c'est très bien de le dire comme ça, un podcast que tout le monde va écouter, mais j'ai un bon mental. J'essaie toujours de voir le positif. Ah si, il faut le dire, hein. Ça fait partie justement de cette force. C'est une force que les entrepreneurs peuvent avoir, donc autant
le mettre de notre côté, quoi. Yes, On va terminer justement par les petites questions en vrac. yes. L'idée, c'est que tu puisses répondre sur des petites thématiques du quotidien et savoir ce que tu préfères. Allez, T'es prête? c'est Si tu parti. prends un petit déj, t'es plutôt salé ou sucré? Eh, évidemment. Film ou ta série préférée? T'as plus le temps, t'as pas le temps de... Ok. Mer ou montagne? Mer, évidemment. Matin ou soir? Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? Les 2. Les 2. J'adore lire, je lis tout ce qui me passe sous la main et podcast, j'ai pris goût maintenant à écouter des après c'est aussi générationnel quoi, c'est enfin, Bien tu vois? sûr. J'aime bien les 2. Bon, au moins, t'écouteras celui-là, quoi. C'est sûr. J'écoute les autres que tu fais déjà. Thé ou café? Thé, pas café du tout. Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Même si bon, avec 4 enfants, Canapé, 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 mais faut se bouger là, il faut bouger. préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Ça dépend de ce que je fais. Ça, c'est une bonne T'es réponse? plutôt ouais, tu plutôt organisé ou freestyle? Question qui tue pour un expert comptable. Ouais, je suis plutôt, très organisée dans ma vie pro, très freestyle dans ma vie perso. OK et la question marketing, à 2 balles, tu préfères 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Sans justificatif, hein. Sans justificatif. Hem, ma mon métier d'expert ma déformation professionnelle te dirait: «Je préfère 10 000 € par mois à vie». Ça t'assure de la régularité, de la truc. Je t'ai dit sans Sans justificatif. justificatif, OK. Mais mon côté vénal serait 1 000 000 maintenant. OK, 1 000 000 cash. Super. Trop cool. Écoute, on est sur la fin de l'épisode. Je suis content que tu aies pu, bah, partager, tout ton parcours. Est-ce que toi, tu aurais un dernier message à faire passer? Soit un truc sur lequel, tu aimerais rebondir ou soit, totalement un truc dont on n'a pas parlé? Juste un point qui est important, je pense. Hem, j'ai beaucoup de fa la enfin, la plupart de mes clients ou des gens qui me contactent sont des femmes et souvent, le syndrome de l'imposteur et la sensation de pas être capable, de pas savoir, de pas être assez bon, assez bonne en tout cas, de pas assez enfin donc c'est vraiment un message pour les femmes et sans être, ni, tu vois, féministe ni quoi que ce soit. Juste, arrêtons de croire qu'on n'est pas capable de faire tout aussi bien. Encore une fois, il y a pas de concurrence, il y a pas de sexisme ou quoi que ce soit, mais c'est juste quand on me contacte et qu'on me dit, «J'ai une phobie administrative, mon compagnon me fait mes factures, mais il est parti donc je sais pas, donc je suis perdue», donc ouais, on est capable de tout faire. On a une charge mentale, certes, mais en fait, on est capable de tout faire et on est capable de monter des business aussi bien que ce qu'un homme pourrait faire et faut arrêter de croire on n'a pas, voilà, on n'a pas le temps, on le trouve enfin, faut juste savoir ce qu'on veut, quoi. Faut juste savoir à partir du moment où tu sais ce que tu veux, il faut y aller, il faut pas se poser de questions. Tu es convaincu de tout ça? Moi, je suis hyper convaincue, hein. Bah, voilà, ça sera le mot de la fin et je te rejoins. Merci. Merci à toi en tout cas, Charlène. On mettra en description au moins ton compte, Instagram pour qu'on puisse te voir, danser sur la compta. Parce que oui, du coup, je danse maintenant sur la compte. Voilà, c'est ça. Bon, merci à toi et puis, bah, je te souhaite, tout le meilleur. Merci beaucoup, merci. Salut, bye À bye. très vite. Salut.